Au début des années 90, la filière vinicole a commencé à développer une offre touristique qu'on a appelée œnotourisme. Depuis, les forfaits pour découvrir des régions vinicoles partout dans le monde se sont multipliés. Qui n'a pas rêvé d'un voyage en Toscane, en Californie, en Afrique du Sud, en Grèce ou sur les routes sinueuses du Portugal pour découvrir les vins, visiter les vignobles et rencontrer les artisans? On n'aurait pas cru à cette époque que le Québec proposerait lui aussi des dizaines de destinations dans toutes les régions pour découvrir notre propre terroir et le fruit du travail des vignerons d'ici. Aujourd'hui, on vous propose la rencontre avec Charles-Henri de Coussergues du vignoble de l'Orpailleur qui est arrivé au Québec directement de la Provence avec dans ses bagages l'idée de développer la filière vin ici et, il faut le dire, a pas mal réussi. Et Odette Chaput, directrice générale de l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec, une association touristique québécoise qui a pour mission de représenter, de développer et de promouvoir le secteur du tourisme gourmand, aussi connu sous Terroir et saveurs. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 31, le tourisme gourmand. Odette, Charles-Henri, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Sous le bouchon. Oui, bonjour. Bonjour. Très content que vous soyez là. Charles-Henri, on le sait, tu es un pionnier, là, puis c'est pas de la flagornerie, tu es vraiment un pionnier du vin au Québec. Tu t'es installé chez nous et depuis le premier jour, tu as développé une foule de projets qui ont contribué à créer notre filière vinicole. Aujourd'hui, on aimerait plus particulièrement aborder le volet du tourisme gourmand, comme le titre du balado le dit, donc de l'énotourisme. Une activité que tu as réussi à contribuer puis à nous faire découvrir et à nous faire vivre aussi partout dans tes activités. Raconte-nous quand et pourquoi tu as commencé à accueillir des visiteurs chez vous au vignoble de l'Orpailleur. Écoute, on se remet dans les années 80, donc dès le départ, c'était une volonté en tant qu'agriculteur, donc de vigneron, fils de vigneron, mais de pouvoir transformer à la ferme, donc non seulement de cultiver de la vigne, de faire du raisin, mais de transformer à la ferme, ce qui dans le monde agricole, la transformation à l'époque n'était pas courant, et puis de faire de la vente à la propriété. Là aussi, c'était pas courant, donc ce qu'on appelle aujourd'hui dans le domaine du vin de l'œnotourisme, mais même le mot agrotourisme à l'époque faisait pas partie du vocabulaire. Amener encore une fois des gens de la ville ou des touristes sur une ferme. Quand j'expliquais ça à Montréal dans les bureaux par exemple du ministère du Tourisme à l'époque, on me regardait avec des gros yeux, des grands points d'interrogation dans les yeux, parce que amener quelqu'un du monde donc sur une ferme, en plus à Denham, on me disait qu'il fallait que j'explique pendant une demi-heure où était Denham à l'époque. C'est le bout du monde. C'est le bout du monde, il n'y avait pas de GPS et tout, et on me disait mais comment tu vas pouvoir déplacer du monde et faire une visite guidée, un agriculteur, un vigneron qui fait une visite guidée dans les vignes et tout, tu vas avoir du mal à piquer la curiosité et tout. Ça me déstabilisait un peu, mais j'y croyais. De toute façon, pour nous, c'était un incontournable. Ça l'était, ça l'est encore aujourd'hui. Nous, l'agrotourisme, l'œnotourisme, on l'a dans la peau. Mais ça aurait pu ne pas marcher. Et j'oublierai jamais ce mois de décembre 85 où là, on ouvrait les portes au mois de décembre à Denham. C'est vraiment pas évident. Mais j'avais été dépassé. C'était une petite installation, on faisait ça avec les moyens du bord à l'époque, mais j'avais dû appeler une voisine, encore une fois, en décembre, il n'y a pas un chat en décembre à Denham, mais là, ça s'était parlé de la bouche à oreille depuis 3 ans, on avait planté de la vigne, puis ça se parlait qu'il y avait un fou ou 2 ou 3 fous qui plantaient de la vigne. Il y avait quelque chose qui se passait chez vous. Et puis, écoute, on a été dépassés, vraiment, le premier week-end, encore une fois, mi-décembre, j'avais appelé une voisine pour venir m'aider. Et ça n'a jamais arrêté. Alors, on aurait pu se planter dans les deux sens du mot, mais ça a été un moment fort que j'oublierai jamais. Non seulement on lançait nos premières bouteilles de vin dans un nouveau contexte, donc dans cette viticulture nordique, mais en plus, ce souhait de recevoir du monde à la propriété. Et Dieu sait si on m'avait dit, mais en plus en décembre, c'est n'importe quoi d'ouvrir un comptoir de vente en décembre à la campagne et tout. Oui, puis tu n'avais pas de sapin de Noël, là. Ça aurait été plus rentable probablement. Exactement. Et puis pas de moyen de faire de la promotion, pas de budget et tout. Mais juste le bouche à oreille depuis 3 ans, ça s'était parlé que donc voilà, il y aurait un vin québécois qui allait sortir sur le marché. Et ça nous a extrêmement stimulés. Et encore une fois, 40 ans plus tard, ça continue à faire partie de l'ADN des associés que nous sommes, de l'Orpailleur. Mes enfants sont passionnés par ça. C'était pour nous indissociable et ça l'est encore aujourd'hui, cette notion, encore une fois, d'amener le consommateur directement à la campagne sur une propriété et que l'artisan explique son métier et l'histoire qu'il y a derrière la bouteille de vin. En fait, si j'avais eu juste un comptoir pensant vendre du vin, ça n'aurait pas marché. Mmh. Mais je l'avais un peu dans la peau, d'abord fier de raconter un peu mon histoire, mon aventure. Et les gens étaient intéressés, ils en redemandaient toutes les questions qu'on pouvait me poser. J'avais sous-évalué ça d'ailleurs, l'intérêt que les gens... Déjà à cette époque-là, ça s'amorçait de savoir ce qu'on a dans nos verres, dans nos assiettes. Ouais. Il y avait déjà un intérêt à ce moment-là. J'en étais moi-même très surpris j'en étais ravi, oui. Mais de voir toutes les questions qu'on pouvait me poser. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de l'histoire qu'on rattache à un produit. Les gens veulent consommer, boire ou manger, en fait, une histoire intéressante.
Et voilà, ça a démarré comme ça, puis ça n'a jamais arrêté. Oui, puis je pense que tu es un bon conteur aussi. Donc, si l'histoire est bonne, puis un bon conteur, c'est une belle équation. Si on prend un peu de recul maintenant sur l'ensemble de l'industrie, on parle des no-touristes. Donc, Odette, tu es dans le milieu du tourisme. Comment s'est fait le rapprochement avec Charles-Henri? Parce que vous vous connaissez, là, je le sens dans le studio, là, vous connaissez un peu. Comment ça s'est fait? Puis, c'est quoi la mission de Terroir et Saveurs? Alors oui, Terroir et Saveurs, dans le fond, c'est une organisation qui œuvre à la valorisation des entreprises qui œuvrent en tourisme gourmand. Donc, on y retrouve des producteurs, donc à la base des producteurs agrotouristiques, des artisans transformateurs, des chefs restaurateurs. Et de notre côté, à l'association, vu qu'on représente les intérêts d'un ensemble d'entreprises du secteur, bien, on trouvait intéressant d'avoir quelqu'un qui venait du secteur des vins. Alors donc, pour nous, le choix s'est porté vers Charles-Henri parce que le vignoble L'Orpailleur, au-delà de leur entreprise dont la mission première est de valoriser aussi les vins, c'est une personne, Charles-Henri, qui était pionnier dans le domaine. Donc, en étant pionnier, ça nous a permis d'avoir une expertise autour de notre table de travail, puis de nous faire peut-être de nous aider à mieux comprendre ce que vivent les vignerons au Québec, mais aussi de nous aider à faire rayonner ce secteur d'activité-là. Donc, ça nous a amené avec Charles-Henri autour de notre table. Il est devenu président même de l'association de 2019 à 2023. Ça nous a permis donc d'en savoir plus, puis ça nous a permis de vraiment aider à camper le secteur d'un point de vue promotionnel, parce que c'était l'objectif qu'on visait. Alors donc, il était avec nous et aujourd'hui, Charles-Henri, en 2023, nous a quittés. Mais aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir la lignée familiale par sa fille qui maintenant est avec nous sur le conseil, c'est Laure. Charles-Henri, pourquoi un producteur, là? Parce qu'on le sait, là, vous en avez plein les bottes, là, au sens propre comme au sens figuré, avec le travail à faire dans les vignes, décide d'ouvrir ses portes à des visiteurs, à des urbains, comme tu les appelles, de leur offrir des rencontres, des repas, des dégustations, des activités. C'est une idée de fou. Comment ça s'est passé, pour toi, le déclic pour faire ça? Bien, au départ, le métier d'agriculteur, c'est souvent un métier de solitaire. Mon père était, je pense, un excellent vigneron. Il faisait de la vinification, donc il transformait sa matière première à la ferme. Mais par contre, il ne commercialisait pas parce que c'était pas à la mode, je peux dire, à l'époque et tout. Donc, il était tributaire d'autrui pour vendre son vin. Et pour moi, c'était un maillon de la chaîne assez important. Et mon père était un bon vigneron, mais un solitaire, donc sur son tracteur, il n'avait pas contact avec le consommateur. Donc, j'ai déjà été élevé dans ce milieu où mon père avait une certaine frustration à ce niveau-là. Mais encore une fois, l'époque faisait, dans ces années-là, que ça se faisait pas de vendre à la ferme, ceci, cela. Ça m'a servi, si tu veux, c'est ce qui nous a stimulé, moi et nos associés, d'avoir ce maillon important. Donc aujourd'hui, l'entreprise, en fait, depuis le début, est dans les 3 secteurs d'activité, dans la production, la transformation et la mise en marché. Et on reste très, très proche de notre mise en marché. On est fiers de faire ce qu'on fait. Mais on sait que le produit, il faut l'accompagner jusque dans le panier du consommateur. Bon, après, on aime ou on n'aime pas ça. Hein. Moi, j'ai développé ça. Je suis tombé dedans dans la potion magique, je peux dire, à cette époque-là, mais j'aurais pu ne pas aimer ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, passer du temps toutes les fins de semaine à la propriété, puis recevoir du monde. Mais c'était mon oxygène. C'était une façon justement de voir, quand on voit que le client a intérêt à ce que l'on fait, je trouve que pour un agriculteur, c'est hyper stimulant. Et je le disais tantôt, mais toutes ces questions qu'on nous pose, c'est incroyable. Donc, les gens s'intéressent au métier qu'on fait, s'intéressent aux produits qu'on fait. Pour moi, c'était indissociable, ayant connu mon père qui avait une certaine frustration, encore une fois, en solitaire, de ne pas avoir le contact avec le consommateur. Toi, tu es allé chercher de l'énergie avec ça, la valorisation que les clients, que les gens amenaient, de mieux connaître ton travail puis de saluer ce que tu fais comme produit, ça t'amenait de l'énergie pour continuer. Hein. Oui, parce que les premières années, financièrement, ont été très dures. Hein, quand on implante une nouvelle culture dans une nouvelle région, il ne faut pas se le cacher, ça a été dur. La réglementation aussi était très sévère à l'époque. Ouais. Mais j'ai été chercher mon oxygène c'est une image, mais avec des tapes dans le dos. J'avais vraiment des gens qui venaient chaque année, puis une tape dans le dos, le lâche pas Charles-Henri, même des chroniqueurs en vin à l'époque. Écoute, le vin québécois, c'était pas connu et tout. Non, puis il y avait un peu... on le regardait un petit peu de haut. On le regardait de haut, effectivement. Combien de fois on a entendu, on n'a pas un climat pour ça. On pensait toujours à nos hivers, mais bon, en oubliant que les étés sont aussi chauds que d'autres régions. Mais même des chroniqueurs en vin qui n'aimaient pas forcément ce que je faisais en termes de vin,
mais aimer ce que je faisais en termes d'initiative. Et pour moi, c'était important d'avoir ces tapes dans le dos. Je ne donnerai pas de nom, mais de chroniqueurs assez connus qui venaient quand même nous voir en disant, mais ils savaient que les vins allaient évoluer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais qui dès le départ aimaient ce qu'on faisait, l'initiative qu'on faisait, de lancer une viticulture, encore une fois, dans un autre contexte, sur un autre continent, avec une approche différente, une histoire. Bon, ça m'a beaucoup aidé. Puis après, des consommateurs qui nous ont toujours suivis. Puis encore une fois, c'est une image, une bonne tape dans le dos. Lâche pas, Charles-Henri. On sait que c'est pas évident, mais tu vas y arriver. En tout cas, ils aimaient l'énergie qu'on y mettait. Ça a été un carburant, et ça l'est encore aujourd'hui, extraordinaire. Donc, s'il y a des chroniqueurs qui se reconnaissent dans ce que tu dis, Charles-Henri, on les remercie en ton nom pour ça. Odette, est-ce que le tourisme gourmand se porte bien au Québec? Ça a l'air de bien aller chez Charles-Henri. On sent la passion dans sa voix, évidemment, ça transparaît. Mais est-ce que les Québécois sont au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont curieux de leur terroir? Comment vous voyez ça à l'association? Oui, le tourisme gourmand se porte très bien et oui, les Québécois sont nombreux à pratiquer des activités et des séjours en tourisme gourmand parce que quand on parle d'activités de séjour en tourisme gourmand, on peut parler différentes activités comme l'autocueillette, on peut aller donc visiter des fermes, on peut en apprendre plus sur des cultures, des élevages. Là, on parle ici de vin, mais il y a aussi d'autres activités, la restauration, les tables aux saveurs du terroir, les tables champêtres à la ferme. On peut aller découvrir des produits dans une distillerie, une microbrasserie artisanale, un producteur de cidre, une fromagerie, une chocolaterie. Bref, tout ça, c'est là pour découvrir notre terroir québécois. Donc, oui, il y a des super de belles expériences qui sont offertes, autant des expériences dégustatives parce que c'est ce qu'on aime. C'est de découvrir, c'est de goûter. Mais on veut aussi, c'est très attractif d'une part, mais on veut aussi en savoir plus. Puis Charles-Henri le disait tantôt, il y a une histoire dans une bouteille, donc c'est ça qu'on veut savoir, c'est ça qu'on veut entendre. Et c'est comme ça qu'on apprend sur notre terroir. C'est encore jeune ici, mais ça évolue bien. Et les vignerons sont extraordinaires, développent des produits de qualité de plus en plus et très diversifiés également. On parle plus juste de 1 ou 2 cépages, on a plusieurs cépages, on a plusieurs variétés maintenant de vins. Donc, au Québec, on a un savoir-faire qui s'est développé depuis quand même pas mal d'années. Oui, on dit que c'est jeune, mais en même temps, on dit aussi que les producteurs d'ici ont été innovants, se sont investis énormément pour travailler la qualité de leurs produits et la qualité des expériences à offrir. Donc, partout au Québec. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le tourisme gourmand, c'est un secteur d'activité qui est transversal à toutes les régions du Québec, mais en même temps dans des attraits également, parce qu'on peut aller dans une pourvoirie et faire du tourisme gourmand parce qu'on veut en apprendre plus. Alors donc, c'est extraordinaire de voir que c'est partout. Oui, puis chaque région a sa couleur, chaque région a ses histoires, donc tout ça aussi. Ses identités culinaires, il y a des particularités, il y a des spécificités qui sont mises en valeur, un patrimoine culinaire partout. Puis quand on dit culinaire, on élargit à ce qu'on boit également. Oui, donc, tout à fait. OK, les Québécois sont au rendez-vous. Vous le sentez, vous le voyez. Vous-même, vous êtes en mesure quantitativement de le voir depuis plusieurs années. Il y a une progression de ça. Mais est-ce qu'on attire aussi des gens de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des Européens, des gens de d'autres continents qui viennent pour vivre cette expérience-là puis connaître aussi notre terroir? Le tourisme gourmand, ça a un grand pouvoir d'attractivité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pensez à vous quand vous voyagez à l'extérieur. C'est souvent le premier réflexe qu'on a, c'est de dire hey, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, où est-ce qu'on va aller. Ça fait partie du voyage. Donc, c'est la même chose pour les clientèles étrangères qui viennent nous voir. Et c'est un moteur fort du Québec de positionner ce secteur d'activité-là. Le Québec a tout à offrir. On a des produits avec distinctifs au Québec que d'autres n'ont pas. Alors donc, pour ne parler, par exemple, des produits nordiques, on a des particularités culinaires en Gaspésie, on a des poissons, on a des produits qu'on ne retrouve pas nécessairement sur des tables ailleurs, au Canada, par exemple, ou ailleurs. Et on a des vins à cause de notre climat. On a donc des vins de glace, on a des cidres de glace, on a donc des produits qui sont fortement liés à notre identité. Donc, c'est ça qui fait qu'on a un pouvoir d'attirance et qu'on peut transmettre. Je ne vais pas parler du sirop d'érable, mais ça aussi, c'est un produit fort. C'était l'éléphant dans la pièce, là. C'est sûr, le sirop d'érable, ça attire beaucoup. Là. Puis aujourd'hui, on fait des acérums, on fait des produits extraordinaires avec
avec l'érable. Donc, on a tout à offrir. Il faut être fier de son... Il faut contribuer à cette fierté-là. Puis les gens, il y a ce goût d'acheter le local. Bon, oui, il y a eu la pandémie. Oui, on est resté au Québec. Puis oui, on a acheté ici. Mais avant, on le faisait. Ça a juste renforcé cette période-là parce que ça nous a permis de le faire encore mieux. Et c'est resté. Alors donc, les gens ont découvert qu'au Québec, on avait plein à offrir également. Récemment, j'ai vu un distillateur qui proposait un combo un peu spécial, là, qui proposait jeu d'évasion et dégustation. Quand même particulier sur son domaine. Je sais que certains invitent à faire la récolte aussi. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple, tu disais, Odette, l'autocueillette pour les fraises, les pommes à l'île d'Orléans. Je viens de Québec, fait que c'est à côté de chez nous. Donc, pour faire la récolte aussi, on propose même l'hébergement. Donc, il y a toutes sortes de styles d'offres. Est-ce qu'il y a d'autres concepts originaux de ce genre qui sont en train d'émerger? Charles-Henri, toi, est-ce que, je sais pas, y a-tu quelque chose à quoi tu as pensé? Trampoline et dégustation? Est-ce que tu as déjà eu des idées de ce genre-là? Oui, à un moment donné, on s'est lancé en bon français dans le team building, donc où on a invité les entreprises à venir faire des activités donc dans les vignes, pas forcément rattachées directement à la vendange elle-même, la cueillette du raisin et tout, mais des activités un peu drôles. Ça a bien marché, on l'a fait pendant 2 ou 3 ans, mais à un moment donné, j'ai dû faire des choix parce que c'était très énergivore. Un vigneron, pendant 6 mois l'été, il est très pris, mon équipe aussi. Donc, à un moment donné, le danger des fois d'un entrepreneur, c'est de trop se diversifier. Donc là, on fait affaire avec des gens qui nourrissent nos activités. Donc, comme la route des vins de Brome-Missisquoi, il y a les amis de la route des vins, que ce soit des restaurants, des galeries d'art, des activités dans les arbres et tout. Donc, on fait plus des combos avec des partenaires que de vouloir tout faire nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, on divise nos énergies. Donc, on essaye plutôt maintenant de se concentrer sur ce qu'on fait de bien, et on fait affaire, donc, encore une fois, avec des partenaires locaux qui offrent ce genre d'activité. Donc, il n'y aura pas de jeu d'évasion et dégustation à l'orpailleur? Pas à court terme. Peut-être que la relève, dont on parlera, je pense, un peu plus tard. Peut-être que les jeunes voudront... Mais je pense qu'ils ont déjà pas mal plein les bottes. Là. Ouais. Il faut faire attention à ça aussi, à un moment donné, de ne pas vouloir être trop gourmand et de vouloir partir dans tous les sens. J'ai connu ça plus jeune, à un moment donné, j'ai voulu faire beaucoup de choses, puis je me suis un peu brûlé. Donc, il faut rester dans des secteurs dans lesquels on est très bon. Et autour de nous, on a la chance, en tout cas dans notre coin, d'avoir justement ces activités qu'on propose à nos clients. Donc, souvent, ils font, encore pour reprendre ton terme, des combos, là, où ils nourrissent, ils vont sur notre site Internet, où on propose d'autres activités chez d'autres partenaires. Et ça nourrit une journée, effectivement, assez facilement. Oui, puis ça nourrit aussi l'économie locale. Donc, il y a d'autres partenaires aussi qui vont profiter de la présence de ces gens-là, venir faire un team building, aller faire une dégustation, aller faire une autre activité. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Là. C'est fondamental ce que tu viens de dire, parce que maintenant, on a plusieurs circuits au Québec. Ça n'existait pas à l'époque. Quand on a parlé de la route des vins, quelques vignobles dans notre coin, on faisait rire au début. La route des vins de Brome-Missisquoi, on faisait rire. On était 5 ou 6 à vouloir la faire. Aujourd'hui, la route des vins, elle est nourrie justement par beaucoup de partenaires qui viennent se greffer là-dessus. Ici comme ailleurs, quand tu fais les routes de la vin de la Californie, tu as des galeries d'art, tu as des restaurants. Mais maintenant, on commence au Québec à connaître ce genre de circuit. La route des baleines, en tout cas, je peux en nommer plein, et qui sont peuplés, qui sont nourris de plusieurs types d'activités. Et c'est une de nos forces dans notre région, dans Brome-Missisquoi, où effectivement, on a vraiment beaucoup de partenaires de la route des vins qui viennent enrichir l'expérience des gens quand ils viennent dans notre région. Toi, Odette, tu as une vue d'ensemble sur l'offre au Québec. Est-ce que tu as vu, toi aussi, des concepts originaux ou des tendances qui semblent se dessiner dans ce secteur-là? Il y en avait beaucoup avant la pandémie, en tout cas davantage. Ouais. Bon, évidemment, ça s'est resserré avec ce qu'on a connu. Aujourd'hui, ça revient tout doucement, mais il y en a encore des producteurs qui offrent, par exemple, les activités reliées aux vendanges. On peut les faire. Il y a pour la pomme gelée l'hiver, certains offrent également la participation pour la cueillette de la pomme gelée pour les produits de glace. On parle aussi de restauration offerte sur place, dégustation, panier. On achète un panier, on a des produits, on achète le vin, on fait une activité sur place, mais aussi, il y a de la randonnée, on peut faire de la raquette l'hiver, il y a des sentiers, il y a le parcours d'interprétation qui est offert chez certains producteurs. Il y a le foulage traditionnel des raisins qui est encore qui est offert chez certains. C'est pas partout. On peut comprendre que la saison de l'automne, on sait que c'est pas le temps d'aller trop... non, c'est occupé, là. C'est occupé, voilà. Puis je pense que certains producteurs prennent la décision d'en faire un peu moins parce qu'ils veulent se concentrer sur la qualité de ce qu'ils ont à offrir. Mais tous offrent la dégustation,
tous se font un plaisir d'accompagner ça avec des mets ou des fromages locaux pour nous permettre de vivre une belle expérience sur place. On fait de la randonnée, c'est libre, on se promène. Chez Charles-Henri, on se promène dans ses vignes, puis on a un beau parcours extérieur qu'on peut comprendre avec des beaux grands panonceaux pour mieux en savoir sur le vignoble et sur son savoir-faire, ses activités, tout ça. C'est très parlant, ça aussi, comme activité à faire sur place. On comprend qu'il est possible de découvrir le Québec en parcourant les vignobles, les distilleries. Tu parlais, Odette, de microbrasserie aussi. Là. Maintenant, on a des routes de microbrasserie, on a des routes, la route du gin, la route, bon, comme tu disais, on pourrait en nommer plusieurs, la route des baleines, là, on pourrait en nommer beaucoup. Là. Mais c'est un secteur donc, qui est très actif, c'est un secteur qui est vivant, qui est dynamique. T'estimerais à combien les retombées de ce secteur touristique-là dans l'ensemble du Québec, Odette? Tout d'abord, sur à peu près 200 quelques détenteurs de permis, là, si on parle des vignerons au Québec, là, il y a à peu près 230 viticulteurs au Québec qui ont des permis. Il y en a environ 140 quelques qui font l'activité d'accueil, donc touristique à la ferme. Donc oui, on peut dire que la plupart le font. C'est une belle façon de commercialiser ces produits. Il y en a qui ne vendent leurs produits que dans leur domaine aussi. Alors donc, c'est une excellente façon de faire découvrir ces produits. On pourrait dire qu'il y a une moyenne, on dit à peu près que 50% des revenus sont reliés avec la vente sur place, donc des activités agrotouristiques sur place. Bon, là, évidemment, il y a la vente de produits, mais il peut y avoir aussi des activités de dégustation. Il peut y avoir des produits dérivés, oui, parce que la plupart plusieurs vendent d'autres produits qui sont des produits locaux, des produits régionaux qui viennent compléter l'offre. Donc, c'est une belle petite boutique à découvrir. Mais sur l'ensemble de l'œuvre du tourisme gourmand, il y a 10 ans, on comptait à peu près 800 quelques entreprises qui œuvraient là. Des producteurs, des artisans, tout ça, des chefs restaurateurs qui valorisent le terroir québécois. Aujourd'hui, on est à plus de 2400 entreprises à travers tout le Québec. Et ça a plus que doublé, là. Ça a plus que doublé. Donc, il y a vraiment une effervescence. Au début des années 2000, vraiment, les producteurs se sont mis à l'agrotourisme du temps, là, l'agrotourisme des années 70-80. Oui, on parlait d'hébergement. Il y avait des producteurs comme Charles-Henri qui démarraient, mais on parlait beaucoup plus d'hébergement puis d'activité à la ferme. Puis au début des années 2000, ce qui est arrivé, c'est l'explosion des produits que nos producteurs nous ont offerts, puis nos artisans nous ont offerts. Fait qu'on voulait refaire de l'agrotourisme, mais à partir de l'agroalimentaire. C'est comme si c'est ça qui nous a permis de faire revivre ce secteur-là. Mais à la base, c'est grâce à ces entrepreneurs qui ont investi. C'est eux qui ont pris en charge, cette progression-là. Là. C'est eux, ça vient d'eux, là. C'est leurs idées. Exactement. Puis c'est ça qui nous a intéressés comme clientèle à découvrir. Donc, c'est un secteur en effervescence. On estime à peu près les retombées économiques de plus de 430 millions de dollars au Québec. Quand même. Donc, c'est un bon secteur qui se porte très bien. Tant mieux. Puis on souhaite que ça continue. Charles-Henri, est-ce que tu encourages les producteurs d'ici à ouvrir leurs portes aux visiteurs comme tu le fais? Toi, tu y vois un atout pour mieux connaître puis apprécier ton produit. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne le fait pas encore pour le convaincre? Pour moi, c'est indissociable. Au Québec, on est des amateurs de vin, on reste des petits consommateurs, mais on consomme quand même, je pense, 245 millions de bouteilles de vin. Donc, on est une des rares régions au monde d'avoir autant de compétition du monde entier. Grâce à la SAQ, on peut goûter des vins du monde entier, ça en fait un devoir. Donc, il faut que le vigneron soit conscient de ça. C'est qu'en face de lui, c'est pas son voisin vigneron qui va être son compétiteur, c'est le monde. Et une façon extraordinaire qu'on a de nous démarquer, justement, tu vas acheter des vins de la Toscane, de l'Italie, il faut que tu ailles dans un magasin, tu ne rencontreras pas le producteur. Ou certains vont en Toscane, prennent l'avion. Mais nous, la chance qu'on a, on est là. Oui, on est en face de cette compétition mondiale, mais on peut recevoir les gens à la propriété. Et on n'a pas les budgets qu'ont probablement d'autres entreprises étrangères quand ils arrivent au Québec, de promotion et tout. Donc, notre promotion, c'est de recevoir la propriété. C'est une belle façon de se démarquer en tant que vigneron. Mais je pense que tout agriculteur, et ça vient me chercher parce que je suis d'origine agricole depuis plusieurs générations, viticole, mais je pense que, et je vois ce virage depuis 40 ans, ou même l'Union des producteurs agricoles, l'UPA à l'époque, c'était très cantonné dans le secteur primaire, donc un agriculteur, il cultivait point de la ligne. Mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a un virage où non seulement l'agriculteur est cultivé, mais ils transforment à la propriété. Et de plus en plus, à travers le Québec, ils reçoivent à la propriété pour vendre une partie de leur production. Ce qui permet de créer un lien avec le consommateur et par la suite, après, les gens sur une tablette vont reprendre le même produit parce qu'ils se souviennent de la visite qu'ils ont fait chez le producteur et tout.
pour moi, c'est indissociable. Ça assure une pérennité dans l'entreprise. Si l'orpailleur vend ce qu'il vend actuellement en restauration, en SAQ, sans prétention, là, mais je pense qu'une majorité des gens sont venus une première fois au vignoble. C'est comme ça qu'on a allumé l'étincelle. Mais c'est une chance qu'on a. Alors, encore une fois, il faut aimer ça. Ça prend du temps. Mais quelle belle énergie qu'on met là-dedans, puis les gens le sentent. Donc, pour moi, encore une fois, je termine là-dessus, c'est indissociable. Charles-Henri, c'est quoi tes projets maintenant? T'as encore des rêves pour l'industrie du vin au Québec, pour l'énotourisme? Où t'aimerais amener ça, toi, dans ton expérience, puis où tu vois l'industrie dans les prochaines années? Écoute, je pense qu'elle est bien partie. Encore une fois, je pense qu'il faut que tout futur vigneron soit bien conscient qu'on est dans une viticulture nordique, donc il faut quand même être pointu au niveau de la culture. Et après, le marché. Encore une fois, le compétiteur du vigneron québécois, c'est le monde. Donc, c'est bien beau de faire une étiquette de vin québécois avec une fleur de lys, mais ça suffit pas. Mm-hmm. Donc, la compétition est forte et tout. Donc, il faut que le vigneron soit performant, que notre industrie reste performante. Ça, c'est une première chose. Au niveau des projets, écoute, je n'aurais pas assez d'une vie pour tout faire. 40 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup, mais dans l'histoire de la viticulture québécoise, qu'on a mis au monde il y a 40 ans, c'est très court. Dans ma région, les Romains faisaient du vin il y a 2000 ans. Puis quand j'y vais, je rencontre des vignerons qui ont plein d'idées, même si ça fait encore une fois 2000 ans. Le changement climatique apporte des réflexions sur l'encépagement. Le Québec n'y échappe pas. Des nouveaux cépages qui nous arrivent. Beaucoup de pays font des recherches sur des nouveaux cépages qui sont résistants aux maladies naturellement, ceci, cela. Donc, l'environnement fait partie aussi du quotidien du vigneron. Et là-dessus, je suis hyper optimiste. Mes enfants vont connaître, je pense, des belles années. Parce que beaucoup de recherches se font dans le monde pour avoir des cépages qui sont naturellement résistants. Donc, il y a toute une effervescence en jeu de mots et qui fait que je n'aurais pas assez d'une vie pour tout expérimenter. L'Orpailleur est d'ailleurs en soi, 40 ans plus tard, une ferme expérimentale. On essaye encore beaucoup de choses. Donc, je suis très optimiste pour l'avenir. Des projets, des fois, mes enfants me craignent un peu parce que des vins, j'en fais jamais assez, des sortes de vins et tout. J'ai plein d'idées. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas trop s'éparpiller. Mais c'est un milieu en effervescence et qui le sera pour de nombreuses années. Donc, c'est très motivant. C'est vraiment très motivant. Et puis, je pense qu'on revient beaucoup à des valeurs importantes dans le domaine de la consommation, que ce soit encore une fois au niveau de la nourriture, au niveau des boissons, où l'authenticité est importante. Et on va continuer à mettre beaucoup d'énergie sur cette authenticité, cette transparence dans le discours qu'on a. Quand les gens viennent, ils le sentent. Puis on se force pas, je me plains pas évidemment, c'est ce qu'on aime. Mm-hmm. Mais les gens recherchent beaucoup ça, l'authenticité aujourd'hui. Ouais. Y a beaucoup de messages, parfois un petit peu trompeurs, aussi dans la grande publicité, des produits industriels et tout, sans partir un grand débat là-dessus. Mais quand ils viennent chez un producteur, que ce soit un vigneron ou un autre, ils viennent chercher cette authenticité. Et donc des projets sur l'authenticité, comment communiquer ça. Je pense que mes filles m'ont vu aller. Puis je pense qu'elles l'ont dans la peau aussi. Et donc, pour les prochaines années, ça va être de continuer à performer dans cette transparence, dans cette authenticité, dans la qualité des produits qu'on fait. Donc, des projets, il n'en manque pas. D'accord. On va te réinviter pour que tu nous en parles bientôt. Il vous parlera aussi des produits dérivés. Vous savez qu'il fait un vinaigre de vin rouge. Ah oui? Okay, qui est extraordinaire. OK. C'est du Québec, ça. Oui. C'est arrivé par... Beaucoup de produits arrivent par accident, donc à un moment donné, on a manqué une batch. Je suis curieux. Vous avez vraiment manqué une batch, puis ça a donné un produit. Et puis on s'est dit, évidemment, cultiver du raisin, c'est quand même du boulot et tout. Et là, on s'est dit, on n'est pas pour jeter ça. Mm-hmm. Et effectivement, donc le vin a vinaigré. Okay. Et c'est là qu'il s'est abîmé, mais de ça, donc je l'ai laissé continuer à s'abîmer tout seul. Et ça en a fait un vinaigre. Et d'ailleurs, j'ai un de mes collègues, Coteau Rougemont pour ne pas le nommer, qui à un moment donné, lui a aussi, tout vigneron a des problèmes avec son vin. Le vin, c'est un produit vivant, donc malheureusement, de temps en temps, il peut y avoir une bad luck, qui a connu le même problème il y a quelques années. Et découragé, il me dit, je perds une batch. Et j'ai dit, surtout, ne jette pas ça. Laisse-le continuer à vieillir, ton vin vinaigré, c'était un accident. Et il m'en a reparlé souvent, effectivement, puis il s'est mis à l'embouteiller, puis ça a fait aussi un excellent vinaigre. Donc, on essaye de rien perdre. Encore une fois, faire de la vigne, c'est quand même assez dispendieux et tout. Donc, on essaye de revaloriser aujourd'hui même les mares de raisin. On est sollicité actuellement pour des pépins de raisin, pour faire de l'huile de pépin, faire des produits cosmétiques, même avec de la lie de vin. En tout cas, donc, tout ça fait que c'est là aussi, mais pour le vinaigre, c'est un accident heureux, quand même. Mais beaucoup dans le vin de glace, ça a été un accident en Autriche il y a plus d'un siècle. Maintenant, ils ont eu un gros froid au mois d'octobre. Le raisin a gelé. Ils pensaient avoir perdu la récolte. Finalement, il y a d'autres vignerons qui ont dit on va le perdre, on va le vinifier, ce vin-là. Puis ça a fait un vin de glace. Beaucoup de choses comme ça on sont arrivées par accident. Et nous, ce vinaigre, effectivement, au départ, j'étais découragé. Et puis finalement, en étant patient, on s'est dit on va laisser faire la nature. Et puis ça a fait un vinaigre. On te souhaite beaucoup d'accidents heureux. Pas d'accidents malheureux, évidemment, mais d'accidents heureux
comme celui qui est arrivé avec ton vinaigre. C'est excellent. Odette, comment on peut en savoir plus sur tout ce qui se passe au Québec dans ce secteur qu'on le sent, là, on le voit là, par vos propos, qui est très dynamique. Si on veut en apprendre davantage sur les virées gourmandes qu'on peut faire, les tournées gastronomiques, vers qui on se tourne? Les événements, gourmands, tout ça, oui, exact. Des itinéraires, effectivement, des produits à découvrir, des adresses gourmandes, tout ça. En fait, il y a un magnifique site web qui existe, c'est terroirsetsaveurs.com. C'est un site qui vraiment nous propose full adresse, plein de belles adresses à découvrir avec des idées, des inspirations. On peut en apprendre beaucoup sur le tourisme gourmand au Québec avec ses produits phares et tout. Donc, c'est un site. Et puis, bon, évidemment, on nous suit sur les médias sociaux. Oui. Terroir et saveur. Parfait, merci. On voudrait donner un coup de chapeau à Charles-Henri, récipiendaire du prix Grand Bâtisseur 2023. Odette, pourquoi vous avez proposé sa candidature? Je me doute pourquoi. Là. Je viens de l'entendre pendant plusieurs minutes, puis j'ai une petite idée, mais je te laisse m'en parler. Il est attachant. Oui, quand même. Hein? Oui. Il y a tellement de raisons, puis ça me prendrait plus que 2 minutes. OK, mais on va te réinviter toi aussi. Tout d'abord, vous savez, dans l'industrie touristique, il y a toujours un récipiendaire qui est donné à chaque année à un bâtisseur d'une industrie. Et pour notre association, quand on a déposé sa candidature, c'était vraiment dans le sens d'honorer un pionnier qui avait pas juste parti une entreprise puis faire du vin. Non, un pionnier qui avait vraiment ouvert beaucoup de portes. Puis tu sais, vraiment, je sais qu'il a rencontré plein d'obstacles, mais il a ouvert ça pour tout l'ensemble de la communauté des autres. Aujourd'hui, les autres vignerons peuvent profiter de ce que Charles-Henri a pu bâtir dans ce sens-là. Donc, oui, un pionnier d'un secteur qui est en pleine croissance, qui a fait avancer ce secteur-là au Québec, a consacré toute sa carrière au développement de l'œnotourisme. On dit que c'est un sage, puis moi, j'avais entendu ça de lui, puis pour avoir travaillé à ses côtés, ça, je peux répéter que oui, c'est un sage qui inspire une communauté. Puis il est fortement admiré par ses pairs. Ça, c'est beau de voir un chef de file là, qui vraiment, on a le goût d'en savoir plus sur lui. Alors donc, pour nous, c'était intéressant de déposer une candidature d'une personne qui marquait une communauté, mais qui a marqué un secteur d'activité qui, aujourd'hui, est en pleine croissance et pour lequel il y a beaucoup d'offres de qualité qui se développent. Alors, un être attachant, généreux, donc, pour nous, un vrai bâtisseur. Je te sens très touché, Charles-Henri, par cet honneur-là. Ça fait quoi être reconnu comme ça, comme grand bâtisseur? Écoute, c'est un titre noble, moi, je trouve. J'ai un petit frisson quand on parle de ça, mais c'est une émotion parce que d'abord, j'étais convaincu, comme je dis tantôt, il y a 40 ans, que tourisme et agriculture, ça pouvait se marier. Ouais. Donc, c'est devenu de l'agrotourisme, de l'œnotourisme. Et je pense à ça. J'ai connu un monsieur au ministère du Tourisme à l'époque que je venais voir à Montréal pour lui expliquer mon projet. Et il m'avait dit cette phrase, il dit, le tourisme et l'agriculture, c'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Ça m'avait un peu déstabilisé. Il n'avait pas fait de vinaigre, lui. Il n'avait pas fait de vinaigre encore. Mais ça me déstabilisait de voir ce scepticisme qu'il y avait. Puis je pouvais le comprendre. Écoute, on était à l'époque, il faut comprendre encore une fois, amener du touriste à la campagne, on en a parlé tantôt. Bon. Mais, et 40 ans plus tard, avoir ce prix de personnes, de bâtisseurs dans le monde du tourisme, pour un agriculteur, c'est venu me chercher énormément. Parce que ça, tu dois t'en douter, ça n'a pas quand même été évident. Non, c'est ça. Ça n'a pas été évident. On a eu beaucoup de scepticisme de la part de beaucoup de monde, de nos élus et tout au départ. Puis la réglementation n'était pas évidente non plus pour amener des gens à la campagne. On a été le premier restaurant champêtre au Québec et on n'a pas eu facilement ce droit donc de pouvoir servir des produits locaux sur une ferme. Bon, et 40 ans plus tard, mais d'être reconnu comme avoir été un bâtisseur dans ce monde de l'agrotourisme et tout, ça m'a énormément touché. Ça me touche encore, ça me monte pas à la tête, j'ai pas la tête enflée, mais ça a été une belle reconnaissance et j'en remercie Odette qui m'a proposé, sans que je le sache, qui a proposé ma candidature. Et quand elle m'avait appelé, je me souviens, en tout cas, j'en étais tout à l'envers en me disant, mais tu vas prendre une bonne surprise dans les jours qui vont venir. Et voilà, dans la vie du vigneron que je suis, ça a été un moment très, très fort. J'en ai eu plusieurs, mais ça, je pense, c'est le plus fort que j'ai eu. Ah, puis je peux en témoigner, le frisson va passer. Là. Je l'ai même observé sur l'avant-bras de Charles-Henri. Odette, Charles-Henri, merci beaucoup pour la discussion aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. On sent votre passion respective autant pour ce que tu fais, toi, Charles-Henri, au vignoble, puis Odette, dans un secteur très dynamique, un secteur très actif. Merci, Charles-Henri. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Odette. Alors, je vous souhaite juste de faire un beau road trip cet été. Oui, on va se planifier ça. Reste au studio, on va se parler de tout ça après. Avec grand plaisir. Merci. Le
Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Un merci spécial à Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.